Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le thème, les jeux ésotériques. Mais avant tout, le générique. Donc, le Charlie Challenge est assez simple en soi. Les participants doivent croiser deux crayons l'un sur l'autre en les superposant sur une feuille qui a été préalablement divisée en 4 sections, 2 oui et 2 non. Puis, une fois que ceci est fait, les participants doivent invoquer, en fait, Charlie, qui se veut être un démon mexicain. Donc, en disant « Charlie, Charlie, es-tu là? Charlie, Charlie, es-tu là? » jusqu'à ce que le crayon supérieur se déplace jusqu'au « oui » pour confirmer la présence de l'entité. Une fois la présence confirmée, les participants à tour de rôle peuvent poser des questions qui, bien évidemment, se répondent par oui ou par non. Ça peut être des questions banales comme est-ce que je vais réussir un examen ou encore poser des questions plus directes à l'entité. Peu importe la question, à quel âge il est décédé ou des choses comme ça. Puis, un peu à la façon du jeu Ouija, c'est important à la fin du jeu de remercier l'entité, puis de dire au revoir avant de quitter. Donc, voilà. Donc, le jeu serait originaire du Mexique. Le Charlie Challenge, selon Wikipédia, serait l'exemple parfait d'une légende urbaine, en fait, à tendance virale, interculturelle. Interculturelle parce que ça se transmet dans plusieurs cultures. Vu ces tendances surnaturelles où les gens sont invités à invoquer en fait Charlie qui serait un démon. Quand c'est arrivé ici aux Amériques, les chrétiens ont tout de suite catégorisé le jeu de satanique. Donc, c'est en 2015 que le Charlie Challenge s'est mis à être viral parce que, bon, les gens se sont mis à filmer leurs séances qui, souvent, finissaient dans l'hystérie, dans la peur de voir les choses bouger, des lumières éteintes, des choses comme ça. Puis, suite à ça, ils publiaient leurs vidéos sur les réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, Twitter, puis même aujourd'hui, là, on parle de 2015, on est en 2021, donc 6 ans plus tard, sur TikTok, on peut encore retrouver de ces vidéos en ligne. En mai 2015, il y a 4 adolescentes de Tunja qui ont été internées dans un hôpital psychiatrique suite à une séance de ce genre. Le diagnostic, lorsqu'il est tombé, ça a été dit que c'était une hystérie collective, en fait. Ça pourrait être discutable, mais qui on est, hein? On n'est pas médecin, donc on va laisser cette science-là entre les mains des médecins. Mais quand même, depuis 2015, il y a quand même beaucoup d'exorcistes qui eux-mêmes clament haut et fort que ce jeu, comme le Ouija, inciterait
aux possessions, en fait. En 2017, le gouvernement de la Libye orientale a condamné, a vraiment interdit en fait le Charlie Charlie Challenge sur tout son territoire suite à plus de 6 suicides qui concernaient, en fait, c'est vraiment 6 suicides qui ont eu lieu après des séances de Charlie Charlie Challenge. Certains ont sous-entendu que, bon, la peur était comme trop intense et donc les gens mettaient fin à leur vie parce que la peur était insoutenable, tout simplement. Selon plusieurs professeurs en psychologie et scientifiques, eux, ils croient que en collectivité, en groupe, on aurait la faculté, comment je pourrais dire ça? La faculté ou plutôt ce qu'on appelle la suggestion psychologique. C'est comment je pourrais dire ça? C'est une façon de concrétiser les résultats auxquels on s'attend, mais inconsciemment. Par exemple, avoir des tremblements ou un souffle qui serait plus fort, mais tout ça inconsciemment. Puis, tu sais, comme par exemple dans le Charlie Charlie Challenge, bon, on est un groupe, on joue au jeu, on le sait, en tout cas. On se doute, le jeu veut qu'on invite une entité, qu'il y ait des manifestations et le résultat de base auquel on s'attend, c'est que le crayon bouge. Donc, inconsciemment, les gens pourraient, par exemple, comme je venais de nommer, respirer plus fort, ce qui ferait bouger le crayon, ou avoir des tremblements, aussi minimes soient-ils, qui pourraient, par exemple, faire trembler, exemple, le plancher, qui ferait trembler la table, qui, au bout du compte, pourrait faire bouger le crayon. En groupe, surtout les adolescents vont en général agir ou plutôt réagir de façon excessive à des situations qui vont arriver. Par exemple, en ayant cette overstimulation-là du cerveau, ça permettrait à leur énergie de aller justement, par exemple, faire bouger le crayon. Ou tout simplement ok, je vais laisser ça même. Il faut aussi il y a aussi le médium des années 80, James Allen Hynek, aucune idée si je le prononce bien, mais on s'en fout, une personne importante, qui était un médium dans les années 1980, lui nous rappelle que le corps humain est conçu, ou plutôt, j'irais dire, possède en fait des facultés de télékinésie. On se rappelle, la télékinésie, c'est de bouger les objets par la force du cerveau. Et donc, c'est aussi une hypothèse qui ferait que, bon, le crayon bouge selon ce que les participants souhaitent voir. Maintenant, mon avis sur le sujet. Bon, première des choses, moi, il y a une chose qui me dérange... du fait du Charlie Charlie Challenge. Le nom. Pourquoi Charlie? Bon, peut-être que ça me dérange parce que mon fils s'appelle Charlie, puis que je trouve que c'est pas vraiment un nom mexicain. Je veux dire, il l'aurait appelé Pedro peut-être, là, ou Carlitos, ou Carlos, ou je sais pas. J'y aurais plus cru probablement, ou j'aurais été... je sais pas, moi j'ai comme une impression que ça a été tiré peut-être de d'autres histoires, ça a été mixé, on voit un petit peu le pattern du Ouija ou des autres jeux ésotériques. Il faut se rappeler qu'à la base, le Ouija, avant qu'il y ait le Ouija, avant que ça existe, les gens le peignaient directement sur une table puis jouaient. On n'appelait pas ça le Ouija, c'était seulement vraiment comme un objet qui
permettait de communiquer avec l'autre monde. Donc, est-ce que ça permet de communiquer ou pas? Peut-être. Est-ce que c'est vraiment un démon mexicain? J'en doute fortement. Pour ce qui est des versions un peu plus scientifiques, j'adhère quand même au principe des énergies. Je pense que, tu sais, moi-même étant une personne qui ressent énormément les énergies, je peux rentrer dans une maison, je vais savoir tout de suite qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui est décédé, qu'il s'est passé quelque chose de tragique, ou encore je vais rencontrer une personne, je vais savoir que la personne est triste ou en colère sans même la connaître ou y parler. Ça, c'est les énergies qu'on dégage. Je pense que c'est une faculté que chaque personne peut avoir, tout dépendamment de comment on est bâti comme personne. Fait que oui, j'adhère à la possibilité que les énergies peuvent avoir un rôle à jouer. C'est que cependant, je pense que ça l'explique pas tout. C'est beau, on expliquait peut-être du comment, du pourquoi le crayon bouge, mais si les lumières vacillent, les lumières éteignent, la table bascule ou quelqu'un se sent touché, le fait qu'on peut ressentir des frissons, de la chaleur, du froid, à ce niveau-là, je pense que ça l'explique pas tout. Est-ce que je peux confirmer, hors de tout doute, que le jeu est vrai? Non. Est-ce que je peux confirmer, hors de tout doute, que le jeu ne l'est pas, que le jeu est juste, justement, une légende urbaine qu'on aurait montée de toutes pièces? Malheureusement, je ne peux pas non plus. Comme dans n'importe quel jeu de ce genre-là, la seule chose que je peux dire, c'est que si vous n'êtes pas outillé, si vous ne savez pas vous protéger, si vous n'avez pas un professionnel avec vous, quelqu'un de qualifié là, qui peut vraiment vous confirmer, vous garantir que vous allez être en sécurité et que des entités ou des énergies ne resteront pas là sur place ou avec vous ou ne vous suivront pas, ben jouez pas, c'est pas compliqué, tu joues pas avec le feu. Que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, non, tu sais, moi si je te dis oui, si tu sautes en bas du pont, c'est sûr que tu vas voler, c'est sûr. Bon, là, tu vas dire, Steph, OK, ben, tu sais, c'est parce que je sais, là, si je saute en bas du pont, je tombe en bas, je meurs, ça finit là. Même exemple qu'on le saurait pas, la première personne qui a été dire à Pierre-Jean-Jacques que, écoute, tu peux sauter en bas du pont, il n'y a pas de trouble, tu vas voler, ben là, il a appris à ses dépens. Fait que c'est un peu le même principe pour les jeux de ce genre-là, que ce soit ça, Ouija, le pendule, peu importe, il y a toujours un risque. Et malheureusement, on ne peut pas le calculer. C'est pas quantifiable, on ne sait jamais. Donc, est-ce qu'on prend le risque? Est-ce qu'on le prend pas? Moi, personnellement, je le prends pas. Donc, le pendule divinatoire. Moi, j'ai appris ce jeu-là, j'étais quand même assez jeune. Je pourrais pas me rappeler les âges, mais je me rappelle que même ma grand-mère faisait le pendule, ou c'est ma mère, en tout cas une des deux, je me souviens pas trop. Je sais que ma mère sait le faire aussi, mais on pouvait, dans le fond, on peut l'utiliser là, complètement. C'est une chaînette avec une masse là, au bout. Ça peut être une pierre ou ça peut être en fonte ou peu importe. Je pense que c'est ma mère ou ma grand-mère qui utilisait une bague. Puis bon, en le mettant dans la main, on pouvait savoir, exemple, le nombre d'enfants qu'on allait avoir. Ou encore si c'était un garçon, si c'était une fille. On disait que si le pendule faisait des ronds, c'était une fille. S'il faisait des barres, c'était un garçon. S'il ne bougeait plus, on n'avait plus d'enfants. S'il faisait un peu les deux, comme un peu sans arrêt, on y allait avec des jumeaux. Bon, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est encore là... c'est discutable. Je sais aussi que on pouvait utiliser ça pour avoir certaines réponses. Exemple, on s'amusait avec ça là, pour autant des questions banales du genre est-ce que je vais aller au cinéma en fin de semaine? Bon, s'il faisait un rond, c'était oui. S'il faisait une barre, c'était non. Il y a aussi, bon, la plaque.
qui est vraiment un peu dans le style de Ouija encore, une plaque avec les lettres, les chiffres, puis plusieurs courtes réponses comme oui, non, peut-être, reformuler la question. Qui, bon, là, encore là, c'est la plaque, j'aime bien le principe parce que tu as vraiment un socle sur lequel tu déposes, en fait, le pendule. Ce qui fait que ton énergie à toi, veux pas, on a des vibrations, chaque personne, on a des vibrations, fait que ça joue quand même. Tu trembles un petit peu, bon, ben, ça va jouer dans la chaînette. Ça fait bouger, veux pas, le pendule. Puis bon, tu fais ça avec des sceptiques. C'est automatique, là. C'est « Ah, ben oui, mais là, t'as bougé. Ah, ben là, t'as tremblé. Ah, mais là, c'est toi qui le fais tourner. » Quand c'est sur le socle, c'est plate, mais il n'y a pas personne qui peut rien dire. Fait que ça, j'aime bien ce principe-là. J'y vais avec un bout d'histoire, là. Je me suis écrit des notes parce que c'était un petit peu long, puis il y avait beaucoup de choses et j'avais peur de me tromper, fait que je vais vous lire un peu ce que moi j'avais trouvé. Donc pour le pendule divinatoire, bon ben ça se trouve à être un outil qui est sensible aux radiations, aux énergies qu'émettent certains corps. Par corps, ce que je veux dire, c'est soit un objet ou une personne, une chose, quelque chose qui dégage de l'énergie. Cette science-là de la radiation se nomme la radiesthésie. Cette science-là, c'est donc la faculté à utiliser la sensibilité des énergies pour découvrir des choses qui seraient cachées, dans le fond, normalement, qui sont cachées, que nos facultés normales ne pourraient pas trouver. T'sais, à moins d'avoir un outil qu'on ne pourrait pas les trouver. Par exemple, on perd nos clés, on voudrait trouver nos clés. Bon, il se pourrait qu'avec un pendule, on réussisse à retrouver nos clés. Ou encore là, un puits d'eau qui aurait été enterré. On cherche l'eau, bon, on peut utiliser ça. Que ce soit quelque chose de réel, ou encore là, bon, on y va avec un peu plus le paranormal, les choses qui seraient plus imaginaires. Depuis 1854, des scientifiques, des biologistes, des chimistes ont essayé de prouver que le pendule pouvait être utile, que c'était vraiment comme une unité de mesure, qu'on pouvait vraiment développer quelque chose pour aller trouver des choses ou calculer. Mais, comme c'est dit ici, comme c'était une unité de mesure qui n'était pas super précise, ben c'était pas conforme dans le fond, c'était incompatible avec la démarche scientifique, ce qui fait que le pendule n'a jamais pu être breveté. Même si, à la base, certains sourciers ont utilisé le pendule. Les sourciers, par ici, ce que je veux dire, c'est, vous avez sûrement déjà entendu ou vu ça, c'est les gens qui utilisaient, c'est comme deux baguettes qui descendent comme ça, qui font comme un crochet, puis là, on tient les deux baguettes comme ça, puis en se promenant ou en posant des questions, les baguettes venaient se croiser, ce qui faisait que ça nous donnait des réponses ou, bref, nous donnait certaines mesures. Quand même, le pendule et les baguettes, là, on peut inclure les baguettes là-dedans, sont arrivés à trouver des champs magnétiques, comment on appelle ça, des faiblesses, des failles, des fables dans le sol, là, des failles géologiques, des réseaux métalliques, des nappes phréatiques, des réseaux, des courants d'eau sous terre. Puis même, il y a été un certain... puis même encore aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a été un temps où, quand les policiers faisaient appel à des médiums pour retrouver des personnes disparues ou décédées, les médiums utilisaient un pendule avec une carte géographique pour retrouver ces gens-là, finalement. Sur le pendule, moi, c'est un de mes préférés, en fait. Peut-être, à la base, ben, parce que je suis une personne sensible aux énergies, parce que je crois beaucoup en ça. De là à l'utiliser
pour, bon, on parle ici de jeux ésotériques, fait que là, je vais y aller vraiment avec le côté, bon, où on communique avec des défunts, avec l'au-delà. Il n'y a aucun risque à prendre. Jamais. Le côté, bon, poser des petites questions anodines du type, bon, est-ce que je vais trouver l'amour cette année? Est-ce que je vais faire des montants d'argent? Est-ce que je vais être capable d'acheter ma maison? Bon, pour ça, je pense que c'est tel que tel. Bon, la véracité ou le côté véridique de la chose, es-tu là? Je pourrais pas confirmer. Et voilà, on est rendu à la fameuse planche qu'on a tant entendu parler, qu'on a vu, qu'on a eu, tout le monde des histoires. C'est sûr et certain que vous avez déjà entendu des histoires à propos de la planche Ouija, de cet oracle mystique-là. Donc bon, pour le jeu, c'est assez simple. C'est une planche avec les lettres de l'alphabet, les chiffres de 0 à 9. Chacun des coins comporte un oui et un non. Et au centre de la planche, on peut lire « Au revoir ». C'est simple, les participants se regroupent autour de la planche, mettent chacun des doigts sur le curseur qui est en forme de goutte. Puis, bon, là, invoque un esprit, esprit es-tu là, jusqu'à ce qu'une réponse se fasse sentir, se fasse voir, jusqu'à ce que le curseur bouge. Faut pas oublier, hein, à la fin d'une séance, les participants doivent dire au revoir. C'est important, ce qu'on dit de bien fermer la séance pour que l'entité vraiment retourne d'où il vient, puis non reste dans les lieux. Donc, pour ce qui est de l'histoire de Ouija, j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes. Je m'étais jamais arrêtée à aller chercher l'historique de ce jeu-là. Donc, en fait, ça a commencé ça dans les années 1800, où justement, c'était une période où le spiritisme a pris vraiment comme son envol, là, où on voyait, bon, souvent, on entend, ben pas souvent, j'étais pas là en 1800, mais à ce qu'on dit, à ce qu'on peut voir, puis dans les témoignages que j'ai lus, c'est dans ces années-là que les tables tournantes ont fait leur apparition. Les gens brodaient sur des nappes, justement les lettres de l'alphabet. Il y a eu avec un verre, là, bon, ils pouvaient justement poser des questions à des défunts. Souvent, il y avait eu la guerre des choses, fait qu'ils essayaient de recontacter leurs proches puis de leur poser des questions sur le purgatoire puis l'entre-deux-mondes. Puis, il y a aussi eu, bon, il y a eu les nappes, il y a eu les tables où on avait peint des lettres, des chiffres, des réponses oui, non. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Il y a eu les tables tournantes. C'est là que l'écriture automatique a fait son apparition aussi. Puis bon, c'est suite à ça, là, vers, un petit peu, je me l'ai écrit ici, vers 1890, qu'il y a 3 entrepreneurs, Elijah Bond, Charles Kennard et William H.A. Maupin. Bon, probablement que je les ai toutes mal nommés, c'est des noms anglophones, c'est sûr, mais bref, eux, qui ont décidé de monétiser, en fait, le premier Ouija. Contrairement à la croyance, puis tu sais, même moi, je croyais ça, c'est parce que là, j'ai fait les recherches comme il faut. Ouija, ça ne voulait pas dire oui pour oui en français et ja pour non en allemand. Au contraire, Ouija était un vieux terme égyptien qui voulait dire bonne chance. Fait que c'est quand même... c'est ça, hein? C'est d'origine vraiment comme égyptienne. Je trouvais ça super intéressant de savoir ce fait-là. Je savais pas. Donc, ben, à la base, on s'entend, là, ça dit bonne chance. C'est un peu moyen. Il me semble que je suis comme moins attirée, hein? Si déjà le jeu s'appelle bonne chance, dude, c'est pas super... je sais pas. Ah, c'est pas... non, ça me tenterait pas tellement. Mais bon, je vais continuer. C'est ça, au départ, là, en 1890, il était vendu à l'origine 1,50. Mais il y a eu un conflit dans le trio et donc ça a été vendu à William Fuld, en tout cas, je sais pas trop comment le dire.
que lui a transformé le jeu vraiment en marque de jouet emblématique. Ensuite, en 1927, suite à son décès, sa société, la société Fuld, a commencé à vendre l'image du jeu comme un divertissement, en fait. Drôle de divertissement, mais bref, un divertissement inexplicable. À démystifier, justement. La société invitait les gens à tenter de démystifier l'oracle qui était le Ouija. Ensuite, ça a été en 1966 où les droits ont été cédés, ont été vendus à Parker Brothers. C'est eux qui se sont appropriés la planche. Parker Brothers était à la base situé à Salem. Salem, bon, on sait, hein, c'était la ville des sorcières. Donc, ça a vraiment été mettre encore plus de mystère, encore plus de surnaturel à ce jeu-là. Puis eux, ils sont arrivés vraiment dans le mouvement New Age là, du spiritisme, là, quand le spiritisme a pris comme une autre tournure. Puis peu après, bon, c'est en 1973 que le film L'Exorciste est sorti. Bon, ça, on le sait tous, hein, Exorciste était à la base une partie de Ouija qui était la source, en fait, de la possession de la jeune fille. Puis, ça a créé vraiment, ce film-là, le côté panique du côté satanique, en fait, de la planche. Mais pourtant, ça l'a pas du tout empêché les gens d'acheter la planche, là. Au contraire, ça l'a continué à se vendre. Ils ont continué à l'acheter. Dans les années 90, là, l'entreprise a désiré, en fait, pousser un petit peu plus, parce que là, c'était surtout des adultes là, qui achetaient ce jeu-là, mais plus ça allait, puis plus les générations devenaient jeunes, il y avait moins de personnes âgées, attirer un peu plus les jeunes, dont les adolescents. Hein, on s'entend là qui aimaient ça, se regrouper pour aller voir des films d'horreur, ben là, ça s'est mis à se regrouper pour fumer du pot ensemble puis faire des séances de Ouija. C'est pas mal ça. On s'entend, là. Dans les années 90, ça a été ça. C'est en 90 que, étant donné qu'ils voulaient rendre ça beaucoup plus familial, hein, on s'entend, là, il y avait les adolescents qui avaient commencé à y jouer, mais ils voulaient aller chercher les plus jeunes aussi. Fait qu'ils ont sorti une publicité à la télévision où on voyait un petit garçon là, sur une musique ben enfantine cute qui jouait avec la planche. Puis ils ont été enlevés un petit peu le côté occulte pour mettre ça plus funné, plus jeune, où on voit un petit garçon de à peu près 8-9 ans qui pose des questions bien banales à sa planche, du genre maman, est-ce que je pourrais, est-ce que maman voudra que j'aille au concert ce samedi, ou encore est-ce que mon ami un tel va pouvoir venir dormir à la maison. Puis ils ont vendu la planche comme ça aux enfants en faisant penser que dans le fond la planche donnait des réponses à des questions aussi banales. C'est en 1991 que le géant Hasbro, hein, qu'on connaît tous, qui a eu, dans le fond, qui a racheté les droits à Parker Brothers, là, que ça a changé de nom, fait que Ouija appartient maintenant à Hasbro. Puis, à la seconde où Hasbro est devenu propriétaire, en fait, du Ouija, les publicités ont complètement arrêté. Il n'y avait plus aucune publicité avec les enfants, là, finalement. Fait que les publicités ont été complètement enlevées de sur nos ondes. Maintenant, si on y va avec le côté un peu plus logique, hein, selon les scientifiques,
Le phénomène de la planche Ouija serait relié à ce qu'on appelle l'effet idéomoteur. Ce qui veut dire, et je vais le lire ici, cet effet est un phénomène psychologique où un sujet exécute des mouvements musculaires inconsciemment. Donc, des études ont été menées sur le fait que les participants déplaçaient la goutte ou le curseur inconsciemment. Puis tu sais, les études ont démontré là, que dans le fond, ça prenait qu'une infime pression sur la plaquette pour la faire se déplacer. Cette pression-là ferait bouger le curseur, puis ben, les participants s'en rendraient pas compte. Ce serait vraiment inconscient. Mon avis sur le Ouija. Bon, ben je vais commencer par non, on ne joue pas au Ouija. Jamais. C'est non. On ne joue pas. Je l'ai dit. C'est non. Ça, c'est comme essayer de sauter sur une mine en espérant que peut-être elle explose pas. Donc, hein, déjà l'image, on s'entend, c'est pas brillant. Hein, tu sauterais pas sur une mine, ben tu fais pas ça. C'est non. C'est non. Hein? Pose-moi la question, c'est non. C'est non. C'est non. Est-ce que j'ai déjà joué? Oui. Plusieurs fois. Est-ce qu'il est arrivé des choses? Oui. Est-ce que je peux dire que le jeu, comme selon les scientifiques, c'est qu'une façon psychologique, comment j'ai dit ça tantôt? Idéomoteur, que ce serait un effet idéomoteur? Je ne crois pas. Je ne crois pas, non, je ne crois pas. Oui, c'est vrai par contre que la gouttelette, là, le curseur, il y a des petits, moi je me rappelle sur le mien, il y avait des petits coussinets là, en dessous des petites pattes du curseur, puis ça, quand que ta planche était vernie, là, mettons qu'elle était neuve, là, ben oui, ça glissait facilement. On s'entend que la position aussi du Ouija, là, c'est vraiment, t'es comme ça, sur le bout de tes doigts, puis t'as les coudes dans les airs. Ben quand ça fait 5 minutes que t'es de même, là, ça fait pas 5 minutes, là, puis on le voit, là, mes doigts, ils tremblent, puis on a chacun une énergie qui est différente, on a chacun des tremblements différents, fait que oui, à plusieurs participants, je pense que ça peut faire bouger la planchette. Par contre, la faire bouger du milieu de la plaque au oui ou au non, on s'entend, il faut que tu trembles en s'il vous plaît. Fait que, côté scientifique, moi ça, je suis pas scientifique, je suis pas médecin, j'ai pas la prétention de tout connaître, de tout savoir, mais je trouve qu'il pousse un peu le concept de ce qu'on peut faire inconsciemment avec notre corps. Tu sais, je veux dire, il faudrait que tu pousses beaucoup, là, la planche. Puis surtout, tu sais, moi, j'ai déjà joué toute seule dans ma chambre. Je me rappelle, j'étais pas bien vieille chez mon père, dans le sous-sol, dans le noir, avec mes petites chandelles. Puis, tu sais, je veux dire, ça avait fonctionné. Puis j'étais toute seule. On n'était pas deux. Normalement, c'est 2 participants. Bon, là, tu doutes de l'autre, ou si tu toi, puis là, ça l'arrête pas. Mais là, j'étais toute seule. Puis, OK, c'est beau, on peut mettre de côté le fait que, bon, la planchette bouge, mais encore là, pour ceux qui ont vécu des expériences après, des portes qui ouvrent, qui ferment, voire des ombres, des lumières qui éclatent ou qui ferment, des courants d'air chaud, des courants d'air froid, des cauchemars, des sueurs froides, tu sais, il y a beaucoup trop de choses pour que, scientifiquement parlant, ça soit que ça, que ce soit la seule réponse, que le côté scientifique l'emporte, je suis pas d'accord. Puis tu sais, ça peut être dans plein de choses de la vie, je pense, parce que il y a tellement de choses qui nous sont inconnues, il y a tellement, tu sais, tous les jours, là, il y a des scientifiques qui découvrent des choses. Puis si ça serait pas vrai, si les esprits n'existaient pas, puis là, je parle aux sceptiques de merde, mais non, je vous aime, vous autres aussi, mais je parle aux sceptiques, là. Tu sais, moi, je l'ai dit, là, je crois beaucoup aux énergies,
manifestations qu'il pourrait avoir dans une maison, je pense qu'il y a beaucoup de causes autres que surnaturelles. Premièrement, les énergies résiduelles, qu'il est arrivé un drame, quelque chose dans une maison, le bois, la pierre, le verre, ça absorbe les énergies et je pense que oui, au fil du temps, ça peut renvoyer ces énergies-là et puis que nous, on peut les absorber, puis notre cerveau les décortique à sa façon, du fait que oui, on peut voir des ombres, on peut sentir des choses, on peut sentir les émotions que les autres ont ressenties, des choses comme ça. Mais bon, j'ai pas la science infuse, puis j'aurai jamais assez d'ego pour dire que je sais tout et que... Mais je pense que nos scientifiques ne savent pas tout et qu'il faut pas prendre de risques avec ce genre de jeu-là. Le Ouija en particulier, parce que si ce serait pas vrai, s'il y aurait aucun risque, on n'aurait pas autant de témoignages, on n'aurait pas autant d'histoires, de faits vécus, de drames qui s'est passé, d'exorcismes qui ont été livrés, qui ont été faits. Il faut garder en tête que peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est là, puis pas peut-être qu'il faut pas prendre le risque. Il ne faut pas prendre le risque. Puis même, j'irais plus loin, même si on est encadré, qu'on a un spécialiste, qu'on a un médium, il n'y a pas de risque à prendre, et surtout pas avec le Ouija. C'est une bombe à retardement, c'est une porte ouverte sur des choses, tu sais, à moins que tu aies la science infuse puis que tu puisses, que tu aies tous les outils pour te débarrasser d'une entité maléfique, négative ou un démon tout court, là. Bon, ils vont me dire, là, Steph, tu pousses un peu avec tes démons. Non, il y a un jour, je me souviens pas où j'ai entendu ça, mais j'ai entendu ça quelque part. La personne disait je crois pas au diable. Puis l'autre personne de lui répondre tu devrais parce que lui, il croit en toi. Puis ça va me marquer et ça va rester. Je pense qu'il y a des choses qui nous dépassent, puis il faut pas aller jouer avec ça. Pourquoi? Hein? C'est comme rouler en char. Ouais, je peux me rendre à 200 si je veux, là. Mais les conséquences qui vont avec, valent-tu la peine? Puis surtout, là, à combien de gens, là, ici, on est au Québec, c'est encore hyper tabou, mais combien il y a de gens qui sont aux prises avec des phénomènes qui ne peuvent pas s'expliquer puis qui n'ont pas les outils ou les gens pour les aider? Pourquoi on irait s'attirer ça? Réfléchissez à ça, là, puis faites juste pas jouer, OK? Si vous voulez absolument avoir peur, mettez-vous un film d'horreur ou bien écoutez un autre de mes vidéos.